On imagine tous l'effondrement comme une image, un choc, une date, une panne générale, des rayons vides, quelque chose qui se voit et qui se raconte. On attend un événement. Et c'est exactement pour ça qu'on ne le voit pas venir. Parce que pendant qu'on regarde le ciel en attendant l'orage, il se passe autre chose. Quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus discret. Et honnêtement, de beaucoup plus efficace. Ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de gros titres, et surtout, ça ne provoque jamais de réaction. Parce qu'à chaque fois, on s'adapte. On râle 3 jours et on s'habitue. Je le vois par exemple avec Hormuz. Le prix du carburant augmente. Au début, du monde vient voir les vidéos. Et maintenant, tout le monde s'en fout. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 10 signes. 10 signes que notre société est en train de s'effondrer. Pas des opinions, pas des impressions, 10 chiffres officiels sortis de rapports publics, de statistiques d'État, des documents que n'importe qui peut aller vérifier. Toutes les sources sont en description, comme d'habitude. Et je vous préviens tout de suite sur 2 choses. La première, c'est qu'il y a un chiffre dans cette liste qui n'a rien à voir avec l'argent. Rien. C'est celui que j'ai mis en numéro 1. Et c'est celui qui m'a le plus glacé quand je l'ai trouvé. La deuxième, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer un truc. Vous allez croire que je viens de vous lister 10 problèmes différents. Ce ne sont pas 10 problèmes en réalité. C'en est un seul. Et je vous montrerai lequel. Petit truc avant de commencer, bien entendu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, booster si c'est disponible. Ça prend 2 secondes et ça envoie un signal comme quoi cette vidéo doit être mise en avant, le but étant de prévenir le maximum de gens possible. Allez, on y va. On commence d'abord par le plus intime. Votre corps. En mars 2026, la Fédération hospitalière de France publie son baromètre annuel avec Ipsos. 2500 personnes interrogées. Le résultat, 73% des Français déclarent avoir renoncé à au moins un acte de soin au cours des 5 dernières années. Et j'en fais partie. 73%, c'est presque 3 Français sur 4. Si c'est votre cas, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire, comme ça nous permet de vérifier qu'on est dans le vrai. Et le pire d'ailleurs, ce n'est pas le chiffre, c'est la vitesse. En 2024, il n'y a quand même pas si longtemps, c'était 63%. 10 points en 2 ans. 10 points à l'échelle du pays, ça veut dire près de 7 millions de personnes en plus qui ont laissé tomber, qui ont eu mal quelque part, qui se sont dit qu'il faudra consulter et qui ne l'ont pas fait. Renoncer à un soin, ce n'est pas un mot de statisticien, c'est une grosseur qu'on ne fait pas regarder, c'est une dent qu'on garde comme ça, c'est un contrôle qu'on repousse d'1 an, puis de 2. Pourquoi il renonce? Dans plus de la moitié des cas, ce n'est même pas l'argent, c'est l'attente. Retenez ce chiffre, on va y revenir, 4 jours. En 2019, il fallait en moyenne 4 jours pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste. En 2019, il y a 7 ans. En 2026, on est à 12 jours. Le délai a triplé pendant cette période de 7 ans. Chez le cardiologue, on dépasse les 3 mois. Chez le dermatologue, les 4 mois. Et dans certaines régions, dont la mienne, la Normandie, l'attente chez certains spécialistes peut dépasser les 6 mois. Pour mon fils, pour une opération bénigne, on est à 6 mois. Alors, je vais être honnête avec vous parce que c'est ma règle ici. Il existe une autre étude publiée en mai 2026 qui mesure les réels de prise de rendez-vous et qui trouve un délai médian bien plus court pour un généraliste. Les 2 études ne mesurent pas la même chose. L'une mesure ce que les gens vivent, l'autre ce que les agendas affichent. Et l'écart entre les deux, il dit quelque chose lui aussi. Le système fonctionne encore très bien pour ceux qui savent l'utiliser. Et il a lâché les autres. 2e étage, vous avez fini par avoir votre rendez-vous et vous n'y arrivez pas. Alors, vous allez aux urgences. Sauf que les urgences ferment, pas définitivement, la nuit, par manque de médecins. Ça s'appelle une fermeture temporaire, c'est très bien nommé, sauf que le temporaire dure depuis des années et qu'il a fallu que l'État demande officiellement aux agences régionales de santé de préparer des plans pour passer l'hiver. Quand on planifie la pénurie, ce n'est plus une crise, c'est une organisation. 3e étage, et c'est celui que les gens sous-estiment le plus. Vous avez vu le médecin, vous avez votre ordonnance, et le médicament n'est pas là. En 2019, l'agence du médicament enregistrait environ 1500 signalements de rupture ou de risque de rupture. En 2023, on en est à 4925 multiplié par plus de 3 en 4 ans.
Et on ne parle pas de confort, on parle de traitement du quotidien, de molécules de base, de trucs qu'on prend depuis 40 ans. Je vous donne la cause tout de suite parce qu'elle va revenir plus tard dans cette vidéo et que ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, la production française ne couvre plus qu'un tiers des médicaments qu'on consomme. La France était le premier producteur européen. Ce n'est plus le cas. Donc voilà le premier signe. Pas l'hôpital va mal, non. Le soin n'est plus garanti. Ni l'accès, ni l'urgence, ni le produit. Et si vous vous dites que c'est déjà beaucoup pour un numéro 10, vous avez raison. Et on n'a pas encore commencé. Un pays qui s'effondre, ça ne se voit pas d'abord dans ses comptes, ça se voit dans ses gamins. Depuis 20 ans, la France décroche dans les comparaisons internationales. La dernière enquête PISA a marqué la plus forte baisse jamais enregistrée par notre pays en mathématiques. Pas une baisse, la plus forte de son histoire. La suivante tombe en décembre 2026. Autant vous dire que je vais la regarder de très près. Mais laissons les classements internationaux parce qu'on peut toujours discuter d'une méthodologie. Regardons ce que la France mesure elle-même chez elle. Chaque année, en janvier, tous les élèves de CP passent une évaluation nationale. 776 000 enfants dans plus de 32 000 écoles. Donc on sait très précisément où on en est. Ce n'est pas une estimation, c'est un recensement. Et pendant qu'on mesure la baisse avec une précision remarquable, on annonce 4000 suppressions de postes d'enseignants pour la rentrée 2026. La justification officielle, c'est la démographie. Il y a moins d'enfants, donc moins de postes. C'est arithmétiquement vrai, sauf que dans le même temps, les académies n'arrivent pas à remplacer les enseignants absents et qu'on recrute dans certains endroits des professeurs avec des notes de concours qu'on n'aurait jamais acceptées il y a 20 ans. Alors, on peut faire toute la sociologie qu'on veut sur les écrans, les parents, l'autorité, les programmes. Moi, ce que je regarde, c'est le résultat brut. On est le pays où l'on a le plus construit d'écoles dans le monde pendant un siècle et on est en train de produire une génération qui lit et qui compte moins bien que la précédente. Vous savez ce qui est le révélateur là-dedans ? Eh bien, c'est même pas la baisse, c'est qu'elle ne provoque rien. Aucune manifestation, aucune démission, aucun plan d'urgence. On publie le chiffre, on en parle 2 jours et on passe à autre chose. Et ça, cette absence de réaction, c'est un symptôme à part entière. Gardez-le en tête, il va revenir. Numéro 8, on redescend dans le très concret, les Restos du Cœur. Ça a été créé en 1985. À l'époque, c'était censé durer un hiver. Un seul. Coluche l'avait dit lui-même, c'était une réponse d'urgence à un moment difficile. 41 ans plus tard, 1 260 000 personnes accueillies sur le dernier exercice. 560 000 ménages, 78 000 bénévoles réguliers, 2300 lieux d'accueil dans tout le pays. Et le détail qui devrait nous arrêter net, 55% de ces centres sont en zone rurale, pas dans les banlieues des grandes villes, comme on l'imagine, à la campagne, chez moi, et peut-être chez vous. Ce que dit l'association, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que les chiffres ont l'air stables d'une année sur l'autre, mais que cette stabilité est un trompe-l'œil, parce que ce ne sont plus les mêmes personnes. Le profil change, on voit arriver des gens qui travaillent, des retraités, des familles monoparentales avec un salaire, des étudiants. Et là, je vais vous raconter un truc, parce que ça me touche directement. Sur ma ferme, j'ai fait un camping, des gens viennent chez moi en vacances et depuis 2 ou 3 ans, il y a quelque chose que j'observe et dont personne ne parle. Les gens partent quand même, mais ils partent moins loin, moins longtemps et ils apportent leur nourriture. La glacière est pleine en arrivant, ils ne vont plus trop au restaurant du coin, ils font un feu et ils mangent ceux qu'ils ont amenés. Ce n'est pas de la misère, ce sont des gens qui travaillent, qui ont une voiture, qui ont réussi à partir et qui ont calculé chaque euro. C'est ça le déclassement. Ce n'est pas forcément la pauvreté, mais c'est le rétrécissement. Un pays où plus d'1 million de personnes ont besoin de l'aide pour manger et où la classe moyenne compte ses courses de vacances, ce n'est pas un pays qui va bien. C'est un pays qui tient parce que 78 000 bénévoles se lèvent le matin pour le tenir. Numéro 7, et celui-là, il est presque comique tellement il est absurde. En France, 1 litre d'eau potable sur 5 n'arrive jamais chez personne. Il fuit.
il repart dans le sol. En volume, ça fait environ 937 millions de mètres cubes qui disparaissent chaque année. Pour vous donner une idée, c'est la consommation annuelle d'à peu près 18 millions d'habitants. On capte cette eau, on la traite, on la potabilise, on la met sous pression dans les tuyaux et 1/5 s'échappe en route. Et dans les communes rurales, c'est pire. Un quart d'entre elles perdent en moyenne 1 litre sur 2. La moitié. Alors, on connaît le problème, hein. Ce n'est pas un secret d'État. Le besoin de financement pour remettre les réseaux en état est estimé entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an. Le plan national mis en place mobilise 180 millions d'aides supplémentaires. 180 millions quand il en faudrait 2500. Faites le rapport vous-même. Et pendant ce temps, environ 2000 communes sont identifiées comme fragiles face au risque de rupture d'alimentation d'eau potable. Fragile, ça veut dire qu'un été un peu sec, comme nous sommes en train de le vivre, ce sont peut-être des camions de citernes qui montent ravitailler le village. Je vis à la campagne, en Normandie, dans une région qu'on décrit toujours comme la région où il pleut, et j'ai vu ces dernières années des arrêtés de restriction d'eau chez moi, en Normandie. Il y a 15 ans, si vous m'aviez dit ça, je vous aurais peut-être rionné. Alors, on va être clair sur le raisonnement, parce que je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Le problème ici, ce n'est pas la sécheresse, même si c'est un réel problème. La sécheresse, c'est un révélateur. Le problème, c'est qu'on a un réseau d'1 million de kilomètres de tuyaux et qu'on renouvelle à peine 1% par an, alors qu'il en faudrait 2 à 3 fois plus. Autrement dit, on a hérité d'un patrimoine construit par nos grands-parents, on l'exploite et on ne le remplace pas. On mange le capital. Retenez cette phrase, on mange le capital, elle va servir 3 fois encore d'ici la fin de cette vidéo. Numéro 6, là, on quitte le portefeuille et on entre dans le régalien, dans ce que l'État est censé faire et lui seul. Au 1er juillet 2026, les prisons françaises comptaient 89 446 détenus. C'est un record. Le précédent record datait de quelques mois plus tôt. Et celui d'avant de quelques mois avant encore. Chaque relevé bat le précédent. Le nombre de places opérationnelles, lui, est de 63 269. 89. Faites la soustraction, il y a 26 000 personnes de trop. Le taux d'occupation global est de 141% dans les maisons d'arrêt, là où on enferme les courtes peines et les gens en attente de jugement. Donc, présumé innocent, on est à 174%. Et voilà le chiffre qui résume tout. 7 890 personnes dorment sur un matelas posé par terre, faute de lit, en hausse de 35% en un an. Le Conseil de l'Europe a employé une expression pour décrire vers quoi on se dirige, l'entrepôt humain. Rien que ça. Maintenant, je vais vous poser une question simple, parce que c'est là que le raisonnement devient intéressant, et pas seulement scandaleux. Vous croyez que ça veut dire qu'on punit trop? Non, c'est l'inverse. Quand une prison est pleine à 174%, la justice le sait. Et une justice qui sait qu'elle n'a plus de place adapte ses décisions. Des peines ne sont pas exécutées, des aménagements sont prononcés, des affaires sont classées, pas par idéologie, par capacité physique. Donc on se retrouve dans la pire des configurations possibles. On est à la fois le plus grand nombre de détenus de notre histoire et un sentiment massif d'impunité. Et les deux sont vrais. Ce ne sont pas des contradictions, c'est symptomatique. Un outil dimensionné pour une société qui n'existe plus. Et l'État connaît le problème. La réponse annoncée, c'est 3000 places supplémentaires en prison modulaire d'ici 2027 ou 2028. Il en manque 26 000 aujourd'hui et l'écart se creuse d'environ 4500 par an. Donc on ne le rattrapera pas. On ne prévoit même pas de quoi le rattraper. On amortit. Numéro 5, et celui-là, c'est le plus abstrait de la liste. Alors, je vais vous demander un petit effort. Je vous préviens, c'est le passage où il y a des milliards partout et où le cerveau décroche. Mais tenez bon, parce qu'à la sortie, je vous donne le chiffre qui rend tout ça très concret. La dette publique française, fin 2025, c'est 3 400 milliards d'euros. 115,6% de la richesse produite en un an par le pays. Pour comparaison, en 1995, on était sous les 60%. En 30 ans, on a doublé. Bon,
Vous avez déjà entendu ça 100 fois, et ça ne fait plus rien à personne. 1 milliard, personne ne se le représente. Alors oubliez l'encours. Ce qui compte, c'est ce n'est pas ce qu'on doit, c'est ce que ça coûte chaque année. Ce qu'on paye en intérêt, juste en intérêt, sans rembourser un centime de capital, c'est environ 59 milliards d'euros au budget de l'État pour 2026 et autour de 74 milliards d'euros si on compte l'ensemble de l'administration publique. Et voilà pourquoi c'est un signe d'effondrement et pas juste une mauvaise nouvelle comptable. Les intérêts de la dette sont devenus le premier poste de dépense de l'État. Le premier, devant la défense, qui est à 57 milliards hors pension. Le Sénat le dit noir sur blanc, dès 2026, la dette pèse plus lourd dans le budget que n'importe quelle mission régalienne. Autrement dit, chaque année, la France dépense plus d'argent à payer pour ses créanciers qu'à son armée, plus qu'à sa recherche, sa police et sa justice réunies. Et ça accélère. C'est le premier semestre 2026 qui donne le là. La dette a bondi de plus de 18% par rapport à l'année précédente. Maintenant, le zoom, comme promis. Sortez du milliard. Le premier poste de dépense de votre pays, ce n'est pas vos hôpitaux, ce n'est pas vos écoles, ce n'est pas vos routes, c'est le loyer de l'argent qu'on a emprunté avant vous. Vous payez des impôts et la plus grosse part de vos impôts permettent de rembourser des décisions prises par des gens qui, pour beaucoup, ne sont plus en fonction, voire même plus en vie. Et c'est exactement la même phrase que tout à l'heure. On mange le capital. Sauf que là, on mange celui des autres, celui de ceux qui viennent après. Voilà, le passage aride est terminé, vous avez tenu, et on repasse au concret tout de suite. Numéro 4. Les ponts, les rails, les routes. Première chose à savoir, et elle est stupéfiante, on ne sait pas combien il y a de ponts en France. On estime entre 200 000 et 250 000. Et il n'existe pas de recensement complet. Un pays qui ne sait pas combien il a de ponts, voilà, on pourrait s'arrêter là. Sur ce qu'on connaît, une mission du Sénat avait établi au moins 25 000 ponts en mauvais état, structurels, avec des enjeux de sécurité étaient recensés. Ce rapport a maintenant plusieurs années et la situation s'est dégradée depuis. La proportion d'ouvrages en mauvais état est passée de 11% à 14,5% en 5 ans. Un rapport publié en juillet 2026 vient tout juste de le confirmer. Sur le réseau routier national, la moitié seulement des chaussées sont en bon état et 34% des ponts présentent un défaut ou une structure altérée nécessitant des travaux urgent. Le réseau ferroviaire, lui, a un âge moyen de 29 ans. 39% des tunnels sont considérés comme étant hors d'âge, 30% des appareils de voie. Et le Sénat écrit dans un texte de 2026 qu'il existe un risque de fermeture d'une partie importante du réseau à court terme si la tendance n'est pas inversée. Fermeture d'une partie importante du réseau ferroviaire français, c'est écrit dans un document parlementaire, ça n'a fait aucun titre. Et vous le trouverez bien entendu dans la description. Et le financement ? Pour les ponts communaux, l'État a pérennisé une enveloppe de 50 millions d'euros par an. Le besoin estimé, lui, se compte en milliards. Vous voyez le motif se répéter ? Oh, il faut 2,5 milliards, on met 180 millions. Les ponts, il faut des milliards, on met 50 millions. Prison, il manque 26 000 places, on en promet 3 000. À chaque fois, la réponse publique n'est pas nulle. Elle est d'un ordre de grandeur en dessous du problème, et largement. Ce n'est pas de l'inaction, c'est de la figuration. Et je vais vous dire ce que ça donne, parce que je le vis. Je vends et je livre des tiny houses partout en France. Ça veut dire des convois, des routes, des ponts, des accès. Et je peux vous dire qu'entre le réseau qu'on prend sur une carte et le réseau réel, avec ses limitations de tonnage, ses ouvrages sous surveillance, ses ponts qu'on contourne, il y a un monde. Sur le papier, la France est un pays parfaitement maillé. Sur le terrain, on le voit. Numéro 3, le vivant qui s'efface. Et oui, on va parler de ceux qui ne votent pas, ne manifestent pas et n'a pas de syndicat. Depuis les années 50, la France a arraché à peu près 70% de ses haies. On parle de plus d'1 million de kilomètres linéaires de bocage détruits. Pas par un accident, par politique publique avec des primes dans le cadre du remembrement. On a payé des gens
pour arracher. Et aujourd'hui, on repaie de l'argent public pour replanter les mêmes haies au même endroit avec des subventions dans l'autre sens. Sur les oiseaux des champs, les suivis scientifiques montrent des effondrements de population de l'ordre de 30% en 30 ans, sur les espèces les plus liées au milieu agricole. Sur les insectes volants, les études de biomasse donnent des chutes qui dépassent les 70% sur quelques décennies. Alors, je sais ce qu'on va me dire en commentaire, on s'en tape des insectes. Non. Et là, c'est le paysan qui parle, pas le youtubeur. J'ai replanté plus de 3000 arbres, pas pour la photo, mais pour la ferme. Une haie, ce n'est pas décoratif, ça retient la terre. Quand il pleut trop, ça garde l'humidité. Quand il ne pleut plus, ça casse le vent, ça abrite les auxiliaires qui mangent les ravageurs, ça donne de l'ombre aux bêtes, en canicule, mais aussi aux humains. Chaque fonction qu'on a supprimée, on la rachète ensuite en irrigation, en traitement, en engrais, en fuel. C'est encore la même mécanique. On a liquidé un capital constitué sur des siècles pour un gain de productivité immédiat et maintenant on paie la facture en location. Et si vous devez retenir une seule chose de ce numéro 3, c'est celle-là. Ce n'est pas un sujet écologiste, c'est un sujet comptable. On a vendu les fondations pour financer le foyer. Numéro 2, et c'est mon préféré parce que c'est celui dont on parle le moins. Souvenez-vous du numéro 10, la France ne produit plus qu'un tiers des médicaments qu'elle consomme alors qu'elle était le premier producteur européen. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est une règle. On a été le pays qui a conçu et fabriqué le Canadair, l'avion qui a servi de référence à la lutte contre les feux de forêt. Aujourd'hui, quand la France veut renouveler sa flotte de bombardiers d'eau, elle commande à l'étranger et elle attend son tour dans une file où tout le monde attend en même temps. On a inventé l'outil, mais on ne le fabrique plus. Et remontez les 9 signes précédents. Vous allez voir un motif qui revient à chaque fois. Les canalisations qui fuient, on sait les réparer. Ce sont les entreprises et les ingénieurs qui manquent. Les ponts, en mauvais état, ce n'est pas un mystère technique, c'est un défaut de main-d'œuvre, de bureaux d'études et surtout d'argent. Les 4000 postes d'enseignants supprimés dans un pays qui n'arrive pas à remplacer les absents, c'est la même chose. On ne perd pas des budgets, on perd des gens capables de le faire. Voilà pourquoi je mets ça en numéro 2 et pas en numéro 8. Un pays peut se remettre d'être pauvre. La France a été ruinée en 1945 avec des ports détruits, des ponts coupés, des villes rasées. Et elle a tout reconstruit en une génération. Pourquoi ? Parce qu'elle avait encore les gens qui savaient faire. L'argent, on le trouve. Le savoir-faire, quand il saute une génération, il ne revient pas en le décrétant. Ce qu'on est en train de perdre, ce n'est pas de la richesse, c'est de la capacité. Et une société qui perd sa capacité à réparer ce qu'elle a construit, ce n'est plus une société qui produit, c'est une société qui consomme un stock. C'est la 3e fois que je vous le dis, et c'est la dernière, on mange notre capital. Et enfin, numéro 1. Et je vous avais prévenu, celui-là n'a rien à voir avec l'argent. Depuis 2021, environ 1500 agressions de sapeurs-pompiers sont rapportées chaque année à la Direction générale de la sécurité civile. Pour l'année 2024, on parle de 1400 agressions. Ça fait à peu près 4 par jour. 83% d'entre elles ont lieu pendant une intervention. Et la majorité de ces interventions, ce ne sont pas des feux. C'est du secours à personne, c'est-à-dire que dans l'immense majorité des cas, on agresse des gens qui sont en train de porter secours à quelqu'un. Et il y a une catégorie à part, et je veux la nommer parce qu'elle dit tout, le guet-apens. On attend les secours pour un motif inventé, et on les attend. On les fait venir pour les attaquer. Sur le long terme, entre 2008 et 2017, le nombre d'agressions déclarées a plus que triplé. Et en 2025-2026, on a eu des affaires qui ont marqué un pompier volontaire plongé dans le coma, des pompiers agressés à l'arme blanche par la personne qu'ils venaient de secourir, des casernes caillassées. Alors on peut dire que 1500 sur 4,5 millions d'interventions, statistiquement ça reste rare. C'est vrai. Et c'est exactement pour ça que ce n'est pas un problème de sécurité, mais un signe civilisationnel. Réfléchissez à ce qu'il faut franchir comme seuil pour en arriver là. Le pompier, c'est la dernière figure sur laquelle tout le monde était d'accord. On peut détester la police, l'État, les élus, les journalistes, les patrons, les syndicats, moi, vous. Mais le pompier, non.
Le pompier, c'est le voisin, c'est le volontaire. C'est celui qui laisse son repas sur la table à 21h parce que le bip a sonné. Dans mon coin en Normandie, la caserne, c'est le garagiste, c'est l'agriculteur, l'employé de mairie. Ce ne sont pas des fonctionnaires envoyés d'ailleurs, ce sont les gens du village. Quand une société commence à taper sur cela, elle ne dit pas qu'elle est en colère contre l'État. Elle dit qu'elle a cessé de croire qu'il y a un nous. Et c'est pour ça que j'ai mis en numéro 1. Tous les autres signes de cette vidéo décrivent une société qui n'arrive plus à financer, à réparer, à produire, à soigner. Celui-là décrit une société qui n'arrive plus à se tenir ensemble. Et une société qui ne se tient plus ensemble ne répare rien du tout, même avec de l'argent. Voilà 10 signes. Le soin, l'école, le manger, l'eau, la justice, la dette, les infrastructures, le vivant, le savoir-faire et le lien. Il y en a bien entendu beaucoup d'autres, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est ceux que je considérais comme étant les plus marquants. Maintenant, je vais tenir ma promesse du début. Vous croyez que je viens de lister 10 problèmes? Ce sont 10 ministères, 10 budgets, 10 politiques ratées. Avec 10 bonnes réformes et un peu de bonne volonté, on redresse tout ça. Ce ne sont pas 10 problèmes. Regardez le motif. Chaque fois, c'est la même mécanique à l'identique. 1. On a hérité de quelque chose qu'on n'a pas construit. Un système de santé, un réseau d'eau, un maillage de ponts, un bocage, un appareil industriel, une école et surtout une confiance collective. 2. On l'a exploité sans la renouveler parce que le renouveler coûte tout de suite et ne rapporte que dans 20 ans et que personne n'est élu pour 20 ans. Troisièmement, quand la dégradation devient visible, on ne répare pas. On mesure, on crée un observatoire, un baromètre, un plan, une enveloppe d'un ordre de grandeur en dessous du problème et on communique dessus. Quatrièmement et surtout, on s'habitue. 12 jours pour un médecin au lieu de 4. C'est devenu normal. Un matelas par terre en prison? Normal. 1 litre sur 5 qui fuit? Normal. Une caserne caillassée? On va en parler 2 jours. C'est ça l'effondrement. Ce n'est pas un événement, c'est un déclassement continu du seuil de ce qu'on trouve acceptable. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et c'est pour ça que ceux qui l'annoncent depuis 15 ans se font traiter de fous. Parce qu'on attend une image, un jour J, un choc. Et pendant qu'on regarde le ciel, ça se passe dans la note en bas de page d'un rapport sénatorial que personne ne lit. Alors, est-ce qu'on reste là-dessus? Est-ce qu'on est foutu? Non. Et je vais être très clair là-dessus parce que je ne vends pas la peur. Un pays qui compte 78 000 bénévoles au resto, des pompiers volontaires qui continuent à partir en intervention sachant ce qui les attend, des paysans qui replantent, des gens qui tiennent des écoles et des services publics à bout de bras, ce n'est pas un pays mort. C'est un pays dont les institutions décrochent plus vite que ses habitants. Et c'est précisément là-dessus qu'il faut miser, pas sur un sauveur, sur ce qu'on maîtrise, ce qu'on sait faire soi-même, ce qu'on peut réparer, ce qu'on peut stocker, et les gens sur qui on peut compter à moins de 10-15 km de chez soi, parfois un petit peu plus. Une dernière chose, et c'est une question que je vous pose sincèrement. Vous avez remarqué que dans ces 10 signes, je n'ai parlé ni de guerre, ni de crack, ni de blackout, ni d'intelligence artificielle, aucun scénario spectaculaire, rien de ce qu'on met d'habitude dans les vidéos d'effondrement. Je le ferai, et vous verrez qu'il y a un scénario que je vais mettre au-dessus de tous les autres, un seul, et ce n'est aucun de ceux que vous attendez. Si vous êtes encore là, à cette seconde précise, n'hésitez pas à écrire jusqu'au bout dans les commentaires. Vous le savez, ça me fait énormément plaisir. Ça me montre que ma vidéo est cohérente et que vous avez été capable d'aller jusqu'au bout, que j'ai un public averti. Et vous le savez, je vous l'échange contre un petit cœur. Dites-moi également lequel de ces 10 signes vous a le plus parlé. Et s'il y en a un qui vous a marqué précisément, mettez-le en commentaire. Et s'il y en a qui manquent, n'hésitez pas, parce que je pourrais refaire un autre top 10. Peut-être avec d'autres choses qui nous montrent que vraiment notre société est en cours d'effondrement. Vous avez parfaitement d'ailleurs également le droit de ne pas être d'accord avec moi, y compris sur mon numéro 1. Mais soyez courtois si vous me le dites, et surtout donnez-moi vos sources. Je ne demande rien de plus que ce que je ne m'impose moi-même. Un commentaire de 3 mots pour dire t'as tort, ça ne me fait pas avancer. Un lien vers un rapport que je n'ai pas lu, ça oui. Dernier mot, et après je vous laisse. Cette vidéo, elle est gratuite pour vous. Elle ne l'est jamais pour moi.
Derrière ces 10 signes, il y a des rapports parlementaires, des baromètres, des statistiques ministérielles, des recoupements et des heures à vérifier que chaque chiffre que je vous donne existe vraiment et dit vraiment ce que je vais lui faire dire. Ce temps-là, c'est vous qui le financez. Deux façons de le faire, il y a le Tipeee, le lien est dans la description, et il y a l'adhésion directement sous cette vidéo qui vous ouvre en plus l'accès à des contenus que je réserve à ceux qui me suivent de près. Ceux qui le font déjà, c'est la raison pour laquelle je peux continuer. Alors mille merci à vous. Et du coup, maintenant, je retourne travailler parce que ça ne va pas se faire tout seul. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.